Ben, merci. Je vais passer la parole à Denis qui va vous expliquer un petit peu le déroulement, puis vous présenter les panélistes. Donc, lorsque j'ai regardé les feuilles de route de nos quatre invités, dans un premier temps, j'ai été fort impressionné. Bon, impressionné d'un premier temps par le nombre de kilométrages à leurs compteurs respectifs. Si on faisait l'addition de tout ça, je pense qu'on ferait le tour du monde plusieurs fois. Euh, mais bien au-delà de cette première lecture, ce que je pourrais appeler statistique, mathématique, les panélistes diront eux-mêmes, j'en doute pas, que le plus important est ailleurs. Le plus important est sans doute dans l'appel d'une expérience qui n'a cessé de les façonner depuis tant d'années. Les démarches de nos pèlerins et pèlerines au long cours sont certes singulières, parce qu'enracinées dans le terreau de leurs histoires propres et de leurs personnalités respectives. Cependant, on peut facilement percevoir un air de famille qui ne trompe pas sur l'appartenance à un même mouvement de redécouverte de l'aventure pèlerine depuis plusieurs décennies. Nos pèlerins et pèlerines au long cours arrivent de loin, mais ils sont tout proches de nous, parce qu'animés d'une même passion pour le grand large et la liberté. Je vous les présente sans plus tarder, mais brièvement. Le détail de leur CV aurait nécessité beaucoup de temps. Je me limiterai à quelques repères que les échanges par la suite seront précisés. Je commence avec Chantelle. Chantelle Chénier est une des 10 membres honoraires de notre association. Tantôt, on faisait mémoire de Claude Courreau, qui était de ces 10 personnes-là. Elle a été présente au tout début, engagée dans la construction d'une structure au niveau provincial et dans la fondation d'une région, la région de l'Outaouais, au sein de l'association, et elle a laissé ses marques. Sur les chemins depuis 21 ans, son premier Camino a été réalisé en l'an 2000. Elle demeure profondément attachée à l'expérience de Compostelle. Elle en a dépassé les frontières en Thaïlande et dans le Sahara, entre autres. Animée par son désir de partager et de transmettre son expérience, elle veut constamment élargir les horizons. Elle se découvre, depuis un certain nombre d'années, une passion pour la marche en montagne. Elle trouvera en Bretagne un espace pour continuer la route en continuant de transmettre du rêve. Et comme elle nous dit, et si vivre était ça? Nicole Pomerleau, de la région de Québec, Nicole marche depuis 2003, presque chaque année, sur les routes de Compostelle, bien évidemment, mais aussi au Japon, avec le pèlerinage des 88 temples, sur la Franzigena de Canterbury à Rome et au Québec. Elle a aussi été hospitalière dans plusieurs gîtes. Fascinée par les aventures hors saison, hors piste et hors normes, elle se définit elle-même comme une pèlerine et une troubadour. Elle navigue entre l'émerveillement et le dépassement au sein d'une aventure où elle peut reconnaître avec lucidité les grandeurs et les fragilités. Philippe Machineau. Philippe a marché en montagne et sur les chemins dans les années 1990. Son premier chemin de Compostelle remonte à 98. Son cheminement l'a amené à vivre au Québec plusieurs années. Des circonstances de la vie et un appel profond l'a ramené sur les chemins en 2015. Une démarche de plus de 16 000 kilomètres depuis lors l'amène sur les chemins de Compostelle, la Franzigena, ainsi que sur les chemins perso, comme il les appelle. Il a témoigné de son expérience lors d'un grand rassemblement de l'association en 2018. Il est l'auteur d'un livre récent, Le poids du sac. Madi du Camino, connu comme le responsable de l'ambassade de l'association à Cahors, en France. Il a développé au fil des ans un lien privilégié avec le Québec. Il nous a livré avec émotion son témoignage en décembre dernier. Pour Madi, le chemin, c'est avant tout les personnes rencontrées et les liens d'amitié auxquels il voue presque un culte et un engagement sans limite. Il a participé entre 2003 et 2005 à un pèlerinage interreligieux pour la paix entre Jérusalem et Compostelle.
Il a marché avec un ado de 15 ans en processus d'intégration sociale en 2006 dans le cadre de l'expérience Seuil. Il collabore depuis plusieurs années à l'expérience du Camino Loc avec son grand ami Serge Bouquet. Il a récemment contribué au livre sous la direction de Gaël Delabrosse à Compostelle. Et maintenant, notre modératrice animatrice du panel, Anne, qui est une pèlerine passionnée, membre du comité d'animation de la région de Montréal, qui a accepté généreusement d'animer le panel et d'accompagner nos 4 panélistes sur la route du questionnement. À toi, Anne, la parole. Merci, Denis. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue parmi nous. Ça va être un bel échange avec Chantelle, Maddy, Nicole, Philippe. Bonjour à vous tous. On va commencer, comme le disait Denis, on voit que vous avez de longues expériences du chemin. Mais moi, ce qui m'intéresserait de vous demander d'emblée, en commençant, c'est ce qui a déclenché chez vous le goût et la décision d'entreprendre un chemin. Si vous aviez à résumer en un seul mot le tout premier élan que vous avez eu pour partir, pour entamer votre première expérience de Compostelle, quel serait ce mot? Chantelle, est-ce que je peux te demander ça? D'emblée, tu vas casser la glace. Ouvre ton micro. Ouvre ton micro, on ne t'entend pas. Non? Okay, voilà, c'est bon. Okay. Tu as entendu ma question, ça va? Oui, je comprenais bien. OK, d'accord. Super. Non, ma réaction, c'est un seul mot. Un seul mot? Non, c'est plutôt une phrase. Et si je partais marcher seule longtemps pour apprivoiser la peur et la solitude? C'est une phrase qui m'est venue alors que je venais de décider de prendre un congé, un très long congé. Et puis, à ce moment-là, je n'avais même jamais entendu parler de Compostelle. Et je suis tombée sur un article qui en parlait, puis j'ai dit, voilà ce que je fais. C'est vraiment ça le déclencheur chez toi? Ben, déclencheur, c'était ce qui m'est monté. Je vais partir marcher. Qu'est-ce que je fais de mon congé? Je vais partir marcher toute seule. Et avec le recul, je me dis, ben, c'était un appel, c'était un rendez-vous. Et toi, Philippe, tu dirais quoi? Moi, je dirais qu'au départ, j'étais un randonneur d'ici et d'ailleurs. Et puis, la Tour Saint-Jacques à Paris m'interpellait. À chaque fois, j'y allais. J'ai commencé à m'intéresser un petit peu à l'historique et bien évidemment à Compostelle. Et puis, dans le cadre d'une maîtrise de sciences humaines en 98, j'ai pris la décision de partir sur le chemin depuis Strasbourg et d'écrire un mémoire de sciences humaines sur la quête de soi. Et dans cette préparation qui en était pas vraiment une parce que c'était très aléatoire à l'époque, il n'y avait pas de guide, il n'y avait rien qui existait pour rejoindre le Puy-en-Velay depuis Strasbourg. J'ai reçu à un moment ce message, un petit peu cette phrase qui me disait si c'était un voyage vers soi et une renaissance de l'autre, l'autre étant une partie de moi, de nous, que j'étais dans cette ambivalence un petit peu entre la quête et la réflexion intérieure et puis le 3 mai 98, un premier pas et qui en a emmené bien d'autres. C'était parti. Voilà. Merci Philippe. Et toi, Nicole, tu dirais, c'était quoi? Comment tu pourrais résumer ton premier élan vers le chemin? Moi, je me suis retrouvée à 60 ans, à l'aube de ma retraite. J'allais prendre ma retraite. J'avais pas, et ça a été une décision subite de cette idée de prendre la retraite. Alors, j'avais pas de plan. Alors, j'ai cherché. J'ai cherché et quelqu'un, par hasard, c'est vraiment un hasard, m'a parlé de Compostelle. L'association existait déjà, que je sache, mais je ne connaissais pas, je ne savais pas. Et ça a été un peu dans
j'ai contacté l'association et quelqu'un est venu, on s'est rejoint dans un café, on m'a remis une crédentiale, on a parlé de l'événement et ça a été la découverte. La découverte, ça a été magnifique. Et quand j'ai terminé ce premier chemin, c'est le mot qui aurait résumé l'expérience, c'est l'émerveillement. J'ai été émerveillée de voir que j'avais pu, à un pas ordinaire de marche d'humain, j'avais traversé tout un pays et même davantage. Et je n'ai plus été capable de m'arrêter par la suite. Ça a été un départ. C'est magnifique. Alors, et toi, ouais, merci Nicole. Et toi, Madi? Alors moi, si je devais résumer par un mot, ça serait le mot sens, parce que le chemin a donné du sens à ma vie. Et ça a commencé par un reportage que j'ai vu aux infos de 20h, où j'entendais des gens qui partaient à Compostelle. J'avais 22-23 ans. Je me suis dit, par curiosité, je me suis dit un jour, j'irai voir pourquoi ils vont là-bas. Parce que moi, je n'étais pas du tout dans la marche. Pour moi, c'était un truc de vieux. J'avais 22-23 ans, donc je courais, je faisais du vélo, etc. Et à 33 ans, je me suis levé un matin et j'ai regardé ce que j'avais autour de moi dans l'appartement, le temps que je perdais sur la route, les histoires qu'on me racontait au boulot. Et je me suis dit non, c'est pas possible de continuer une vie comme ça n'a vraiment aucun sens. Et je suis tombé sur un livre qu'on m'a offert, Compostelle, et je me suis dit tiens, j'avais dit qu'un jour j'irais là-bas. Et en quelques jours, tout s'est enchaîné, je suis parti. C'était parti. Ah oui. Et si on regarde ta feuille de route, on constate que, en fait, c'est le cas pour toi, Philippe, pour toi, Nicole, pour toi, Chantelle et Madi. Quand on regarde votre feuille de route à chacune, on voit qu'au fond, ça a commencé comme une plante annuelle qui peut-être chaque fois revient chaque année. Mais dans votre cas, on peut dire que c'est devenu une plante vivace, je dirais. Parce que vous avez fait du chemin le cœur de votre vie, comme un peu une plante qui prend sa terre et sa racine d'année en année et qui repousse tout seul. Eh bien, vous, est-ce que vous pourriez me parler d'un moment précis où vous avez réalisé que vos premières expériences connues sur le chemin deviendraient le centre de la vie, de votre vie? Madi, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça? Est-ce que ça correspond pour toi à un moment précis? Alors, ça a pris du temps. Comme je dis souvent aux gens avec qui je discute, je leur dis que ça a pris quand même, le premier chemin, c'était en 2001. Je suis arrivé à Cahors en 2017, donc ça fait 16 ans. Pendant 16 ans, je faisais régulièrement le chemin, mais j'étais accroché à l'idée de travailler. C'est ma vie professionnelle qui me posait problème. Et je me disais, il faut que je fasse quelque chose sur le chemin. Mais maintenant, sous quelle forme? Et c'est à partir de 2017, enfin 2015 plutôt, quand Serge Bouquet, donc, qui était hébergeur à Cahors, m'a contacté, que l'aventure Caminologue a commencé. Et là, ça a complètement bouleversé ma vie. À partir du moment où j'ai travaillé à la boutique ici, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé ma place. Moi qui j'en souffrais tellement, je me suis dit, maintenant, je sais que je mérite d'être là. Et c'est là que ça a fait le centre de ta vie d'aujourd'hui encore. Ah oui, parce que pour ce qui est sentimental, François, je l'ai rencontré sur le chemin, mais je ne me suis jamais inquiété pour ma vie sentimentale. C'est pas que je me prenne pour un playboy, mais je savais qu'un jour, je rencontrerais une femme avec qui ça passerait. Et ce qu'il y a, c'est que c'est professionnellement que je souffrais énormément. Et le travail, tellement de temps dans notre vie. Il y a des fois où j'avais vraiment des idées noires. Quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, je n'ai pas envie d'une vie comme ça, moi. Donc là, à partir du moment où je suis arrivé à Caminologue, j'ai dit, ça y est, là, c'est bouclé, c'est... Ouais. Merci. J'étais à ma place. Voilà, ça ouais. veut dire. Oui, c'est ça. Merci, Madi. Et toi, Chantelle, à quel moment tu dirais que les chemins sont devenus le cœur de ta vie? Je pense que c'est devenu, à quel moment, mais à partir du premier jour que j'ai mis les pieds dans le Camino. Mais quand est-ce que j'ai réalisé, c'est au retour. Oui, au retour. Ma première expérience a duré il y a 3 mois. J'étais jamais partie toute seule. J'étais jamais partie marcher. Je ne marchais pas. Et c'était... bon, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et c'était une expérience tellement marquante que ça a été vraiment une coupure dans ma vie.
Et encore aujourd'hui, je dis qu'il y a eu un avant Compostelle, puis il y a après. C'était une coupure vraiment évidente pour moi. Bon, maintenant, alors quand je suis revenue, c'est ça, quand je suis revenue, c'était viscéral, c'était presque douloureux, c'était un refus, mais total, d'arrêter. D'arrêter de marcher, d'arrêter d'être dans l'esprit de Compostelle. Et puis, donc, il fallait que la seule façon que je voyais, c'est de faire en sorte que ça continue. C'est ça. Faire en sorte que ça continue, ben, c'était de transmettre les rêves, parce que c'est un beau cadeau qu'on peut se faire dans la vie. Et puis, de me nourrir en marchant encore. Je me suis rappelé que quand je marchais la première fois, le dernier mois, j'étais habitée par des images de l'Annonciation. C'est curieux, parce que je ne suis pas pratiquante plus que ça, mais l'Annonciation à Marie m'habitait et j'avais l'impression d'être enceinte et de revenir enceinte. Ah oui. Je suis devenue enceinte de Compostelle et c'est ça. Merci Chantal. Et toi, Philippe, est-ce qu'il y a un moment précis où tu as réalisé que l'ensemble des expériences prendraient le cœur de ta vie? Difficile comme question. Ouais. Il y a tellement de rencontres et de synchronicité avec le végétal, l'animal et l'humain sur ces milliers de kilomètres que j'ai fait, mais je n'oublierai jamais la rencontre animale après 5 jours de randonnée dans les Hauts-de-Vosges avec mon sac de 25 kilos parce que je ne savais pas où je m'en allais. Et j'avais eu la prétention de dire que je ferais Strasbourg-Compostelle à pied, soit 2400 km en 98 à la boussole, avec carte et boussole, avec l'aléatoire des chemins jusqu'au Puy-en-Velay. Donc, c'est très particulier. Et puis, ce GR65 à partir du Puy qui m'entraîne à Saint-Jean-Pied-de-Port, ou que je retrouve parce que je connais, j'y suis déjà venu. Et puis, Narrera en Espagne parce que c'est là que je rencontre une Québécoise qui a mal aux pieds. Et comme moi, sur le chemin, on m'appelait Docteur Ampoles. Je lui ai soigné ses pieds et je l'ai accompagné sur 600 km. Ça m'a permis de partir au Québec, d'en avoir un magnifique garçon qui, quelques années plus tard, je dirais 18 ans plus tard, de ce premier chemin, m'a formulé un formidable gros papa qui m'a permis de faire le chemin à l'envers et de revenir de Compostelle à pied. En fait, cette boucle, moi, c'est la symbolique du cercle, en fait, qui m'anime dans cette réflexion-là. Et encore une fois, c'est un chemin qui fait partie de mon ADN, en fait. C'est ça. Aujourd'hui. Quand je dis un chemin, c'est l'ensemble des chemins. Oui, il y a 30 ans, on disait tous les chemins mènent à Rome. Aujourd'hui, tous les chemins peuvent mener à Compostelle, mais ils mènent surtout à soi, en fait. Ah oui, c'est vrai, c'est très juste. Et toi, Nicole, comment tu pourrais résumer à quel moment tu as réalisé que Compostelle serait le centre de ton existence? Dès mon retour, ça a été, je suis partie à la découverte et l'ayant fait, j'ai été émerveillée et le bien-être que j'en ai ressenti, c'est ce qui m'a déterminée finalement à toujours repartir parce que j'étais tellement bien. Alors, c'était devenu, au lieu de prendre je ne sais quel médicament parce que je n'en prends pas, mais c'était mon médicament à toute chose, je puis dire, la marche. Mais j'ai toujours marché, si je peux dire. J'étais déjà une personne active, mais j'étais une randonneuse, là, comme quelqu'un l'a dit. C'est ce qui est pas mal quand même déjà de bouger. Mais ce que j'ai découvert en faisant le chemin, c'est la longue distance. Et c'est là que j'ai vu la différence d'une randonnée qu'on peut aller faire une fin de semaine, mais c'est pour la forme de tous ordres, c'est très bien, mais je trouve ça tellement différent d'une longue marche. On s'en reparlera tantôt de la randonnée versus le chemin. Alors, voilà, c'est ça. Alors, d'en avoir fait un, j'ai eu envie d'aller faire autre chose, mais je n'étais pas à l'affût de
quel chemin, ou que ce soit d'ailleurs la seconde année, je suis allée tout de suite, je suis retournée sur le Camino français, mais en m'arrêtant en chemin pour ce que j'avais prévu d'avance. Je m'étais engagée comme hospitalière dans plusieurs gîtes sur la route, et j'ai trouvé ça aussi, ça a été extraordinaire. C'est un autre aspect du chemin là, qui a été très révélateur pour moi. Bon, merci Nicole. Vous savez qu'on dit souvent quand on parle de l'expérience de Compostelle que Compostelle, ça rapproche de la nature, ça ravive l'estime de soi aussi. Philippe en parlait de soi et du retour vers soi. On dit aussi que l'expérience de Compostelle expose à l'autre, donc force à l'altérité, puis ouvre aussi un ensemble d'expériences de la synchronicité. Et donc, ça permet de faire des liens avec les autres et toujours poursuivre vers l'autre. Est-ce que vous pourriez nous parler d'un de ces aspects-là, peut-être, que vous auriez connu au cours du chemin? Donc, soit un événement qui vous aurait marqué, qui vous aurait rejoint, donc peut-être soit face à la synchronicité, à l'altérité, peut-être aussi simplement à des émotions face à la nature. Philippe, est-ce que tu as une idée, un exemple, peut-être une anecdote à nous livrer là-dessus? Ce qui est particulier, et je rejoins beaucoup ce que disait Nicole tout à l'heure, c'est que je me suis rendu compte que j'entrais vraiment en chemin, moi, à partir de la 3e semaine. Ça veut dire que des randonnées d'une, 2 journées, quelques jours, j'adore ça, mais les longues marches me permettent d'entrer en chemin. Et tu parlais d'altérité, c'est un petit peu particulier de ce voyage vers soi et vers l'autre sur le chemin, parce que l'autre, c'est ce qui est différent de soi, en fait. C'est ça la réalité. Et quand en 2015, au moment où j'étais le plus mal suite j'étais en plein burn-out, en plein épuisement professionnel avec une entreprise sur le dos, et que mon fils me dit « Go papa » et qu'il me donne cette autorisation, il m'ouvre cette porte-là, je me suis souvenu d'une rencontre à Aumont-Aubrac en 98, à la sortie d'Aumont-Aubrac, dans la forêt. Il y a un petit village, je ne me rappelle plus le nom. Il y avait un papy sur le bord du chemin. Donc, on est en 98, on est au mois de juin. Et ce papy au bord du chemin, habillé avec la veste bleue de travail, posé sur sa canne, me dit vient là de bon matin avec son accent inimitable de l'entrée de l'Aubrac. Et je dis oui, je m'en vais marcher. Tu marches bien, tu vas où? Et je lui dis je vais à Compostelle. Et il me dit c'est où ça? Je lui explique. Je lui dis c'est au bout de l'Espagne. Ben, il me dit t'es pas le premier à passer par là. Il dit je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté, mais ça doit être vraiment génial. Enfin, il ne me le dit pas comme ça, mais il me dit ça doit être vraiment beau parce que je ne vous vois jamais revenir. C'est bon. Et ça a été, je crois, l'élément déclenchant de mon retour 2015 et de dire je vais revenir de Compostelle et d'ailleurs. Et quand on parle de synchronicité, de rencontres, etc., on a tous sur ces longs chemins, moi je suis plus sur le Trente Gamelle et l'autonomie, mais on a des rencontres extraordinaires et des rencontres de bord de chemin, de temps en temps un gîte, un repas partagé, mais il y a des rencontres qui se font et qui sont absolument extraordinaires et je pense que c'est l'essence même. Et la rencontre, la première, elle se fait avec soi en tout cas. C'est sûr, c'est sûr. Merci Philippe. Et toi Chantal, tu aurais une anecdote à laquelle tu penserais? Oui, c'était assez difficile d'en sélectionner parce qu'il se passe tellement de choses. Et puis, un aspect qui m'interpelle beaucoup, c'est le lien, le sentiment de faire partie de l'univers qui est tellement fort. Par contre, une anecdote que je devrais vous raconter, ça touche plus la synchronicité. Et ça s'est passé en 2019 quand j'ai fait mon long périple de 6 mois. De Budapest à Santiago avec mon conjoint. En Autriche, on devait passer par la petite ville de Krem, qui est une ville où étaient retenus beaucoup de prisonniers de guerre lors de la dernière guerre.
le père de Gérard, mon mari, a été prisonnier là 5 ans. Et puis, alors les prisonniers allaient travailler sur les fermes. C'est tout ce qu'ils savaient. Et puis, donc, Gérard voulait faire le petit crochet pour passer dans cette ville-là, comme un genre de pèlerinage, là où avait été prisonnier son père pendant 5 ans. Et puis, on réserve donc une place sur Airbnb. Bon, on arrive à cet endroit, la dame nous accueille dans une ferme comme on voit beaucoup en Autriche, où c'est d'un grand portail, puis on ouvre, puis là, il y a plein de minuscules maisons qui sont attachées l'une à l'autre, qui forment comme une minuscule rue aussi. Et on a loué quelque chose dans cet endroit-là. Et la dame, la vieille dame, baragouine un petit peu d'anglais, on se comprend un peu, et puis elle nous demande ce qu'on faisait le lendemain, et on lui dit qu'on voulait aller à la mairie. Puis elle dit, ben pourquoi? On a besoin d'informations. Elle dit, ben peut-être que je peux vous aider. Gérard, lui, comprend très peu l'anglais, alors sa conversation, c'était plus elle et moi. Et puis, je lui explique que Gérard veut retrouver des signes, des choses qui lui rappellent que les prisonniers qui étaient là. Et on avait beau chercher sur Internet, on savait qu'il y avait des stèles en quelque part, mais on ne savait pas où. Les baraquements de prisonniers étaient, c'est devenu des routes, alors ça n'existait plus. Mais on voulait trouver quelque chose. Alors on s'est dit, on va aller à la mairie. Alors je lui explique tout ça, puis elle me dit, tout à coup, je la vois se troubler et elle commence à bafouiller, puis elle me dit, mais vous y êtes. Puis je dis, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Mais elle dit, c'était ici. J'ai dit, comment ça, c'était ici? Mais elle dit, mes grands-parents avaient cette ferme-ci. Ces maisons-là, tout attachées, donnaient sur des champs. Et c'était une immense ferme. Et c'était, elle dit, mes grands-parents étaient la ferme qui engageait les prisonniers français. Elle dit, si ça se trouve, votre père était iici. Mais elle dit, j'ai plus rien, j'ai tout donné aux gens qui sont venus demander et tout, mais j'ai pas de preuves et tout. J'en parle et je suis encore toute troublée, j'ai des tellement le hasard qui nous avait fait réserver par Airbnb chez cette dame. C'est incroyable. Oui. C'est beau. Et il m'a dit, moi je te voyais réagir quand j'introduisais cette question-ci. Est-ce que tu pensais à quelque chose? Oui, c'est surtout une anecdote avec de l'émotion parce que c'était très particulier. C'était en 2013, moi j'ai perdu mon père et 3 mois après, Françoise a perdu le sien. Et en fait, nos pères ne se connaissaient pas, mais il y avait une espèce de concours à celui qui vivrait le plus longtemps. Donc mon père était en Algérie, le père de Françoise à Blois, et on se passait des nouvelles comme ça. Et donc ils s'amusaient comme deux gamins à celui qui va vivre le plus longtemps. Finalement, mon père, il a gagné en âge, il est mort à 93 ans, mais il est parti avant. Et le père de Françoise, 3 mois après, il est mort à 86 ans. Et donc en 2014, j'ai envie d'aller à Assise. Par contre, j'ai pas envie de voir du monde. Moi qui aime bien rencontrer des gens, là j'ai envie d'être tout seul, je me fais mon truc. Je rencontre un gars qui me propose un chemin qui est historique, lié à la Via Francigena, et il me dit, tu vas être un pionnier, je te donne des stickers, tu les colles, comme ça pour ceux qui viennent derrière. S'il y a des problèmes de balisage, tu me le dis. Et je marche, et une fois je fais une étape, et c'est interminable. J'avais mal aux pieds, j'arrivais pas, et puis je voyais plus le balisage, et j'étais hyper énervé. Mais alors, hyper énervé. Là, c'est rare, mais. Et surgit de nulle part un papy qui se pointe avec un vélo, avec un Marcel, les t-shirts blancs, là. Mon père portait ça pour faire le jardin. Et le papy commence à me demander, il me pose des questions, et il a toujours une espèce de petit sourire narquois. J'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule. Et moi, je suis hyper énervé, j'arrive pas à dire putain. Et lui, il rigole, et en même temps que je m'énerve, je le regarde, je me dis, mais on dirait mon père. Et je le regarde, je dis, j'ai l'impression d'avoir mon père en face de moi qui se fout de ma gueule. Et le papy m'explique. Il me dit, écoute, tu vas aller comme ça, par là, ok, c'est bon. Je finis par me calmer, je dis, ok, merci, et je pars. Et il est venu d'une direction, donc il avait forcément continué la route, il avait son petit vélo avec un petit panier devant avec des légumes. Et moi, je pars devant, et je l'attends, il va passer à ma hauteur, et je vais encore lui dire merci. Et j'attends 4-5 secondes, je me dis, c'est bizarre, il aurait dû déjà passer devant moi. Et je me retourne, et le papy a disparu. Il n'y avait aucune autre route, le papy avait disparu. Je suis parti pendant quelques minutes, je me dis, qu'est-ce que c'était que ce truc de fou?
C'était incroyable. fort et en même temps, c'était hyper bizarre. Ah, ouais. Ah, oui, je comprends. Ah, oui, c'est troublant même. Ouais. Et toi, Nicole, Moi, est-ce que tu as il y en a tellement, comme ouais. des C'est dur de anecdotes résumer. comme ça. Mais je vais surfer sur la dernière expérience de Maddy, de me retrouver souvent de fois, dans des espaces où on ne voit rien devant soi. Je pouvais faire le tour et tu ne vois pas un toit, pas un clocher, pas rien. Tu étais au milieu de nulle part. Puis je ne savais pas quel chemin prendre. Puis tout à coup, en tournant sur moi-même comme ça, alors que j'ai jamais vu personne à qui demander, tout à coup, il arrive quelqu'un, mais je ne l'ai pas vu tantôt quand j'ai regardé partout, puis je voyais loin, 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 puis il n'y avait pas un buisson pour se cacher, il n'y avait rien, puis il arrive quelqu'un qui me donne l'information. C'est arrivé tellement de fois, j'en ai des frissons. C'est à se demander, moi je parlais de mes anges du chemin, mais c'est arrivé tellement que plusieurs fois de tous les chemins que j'ai faits, je partais sans carte, sans rien. Il y avait les flèches, il y avait les flèches. Moi, quand j'étais sur un sentier où il y avait les petites flèches jaunes, j'étais chez moi et il n'y avait aucune crainte. Mais des fois, on les perd un peu de vue, mais il arrivait des occasions comme ça, des anecdotes là, où tu ne revois plus les gens. Je n'ose pas dire j'ai eu une apparition, on a peur d'avoir l'air fou, mais c'est quand même ça qui arrive, c'est incroyable. Ouais. C'est ça. Et il y en aurait d'autres, mais Ouais. j'aurais Bien sûr, bien sûr. Merci, Nicole. Et on va terminer cette première partie avec un regard sur ce qu'est devenu le chemin. En fait, pour vous, depuis plus de 20 ans, vous êtes à la fois des acteurs et des témoins privilégiés du phénomène Compostelle et de l'expérience pèlerine en général. Et je me demandais si vous aviez identifié quels étaient les changements les plus importants que vous avez remarqué depuis que vous avez fait votre premier chemin. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé le plus au niveau de l'expérience de Compostelle? Je te vois réagir, Chantal. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a tellement de choses, on aurait une liste longue. Ouais. Oui. C'est le jour et la nuit ou presque. Je ne sais pas si Philippe ou les trois autres, si vous avez pensé ça aussi, mais c'est tellement différent. Et, mais par contre, dans toute la liste, je pourrais dire qu'il y a trois gros changements. Trois gros changements concrets. Le grand nombre de tout. Il y a même cap. Transbagage, ça a changé énormément. Compostelle. Internet, téléphone. Et puis, le trop grand confort. Ça, c'est des choses très concrètes. Ouais. Par contre, c'est différent. La France, c'est différent de l'Espagne. Ça, c'est très différent. C'est une expérience différente qui se vit aujourd'hui. Je trouve que c'est plus difficile de vivre une expérience forte aujourd'hui parce qu'on est happé par la trop grande facilité. Et c'est pas dans la facilité qu'on découvre, qu'on se découvre, qu'on se dépasse, qu'on apprend, qu'on est marqué par des choses. C'est ça. Il faut vraiment, pour arriver à vivre quelque chose d'aussi marquant que les débuts des années 2000, il faut encore garder en tête qu'il faut partir idéalement seul, il faut porter son sac, puis il faut partir longtemps. Ouais. Parce qu'à côté de ça, si on passe à côté de trop de choses. C'est après 3 semaines. C'est qui? C'est Philippe, je pense qu'il l'a dit tout à l'heure. C'est après 3 semaines que ça commence. Oui. De ça, 3 semaines, on est encore dans la randonnée, on est encore... Oui. Alors, ta question, c'était quoi? Qu'est-ce qui a changé, c'est ça? Ben,
selon toi, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui a le plus changé au niveau de l'expérience de Compostelle depuis ton premier chemin? Tu vois, un regard fait, en fait, un peu mais moi, c'est ça. des Maintenant, expériences. c'est pour ça que je recherche les routes qui ne sont pas courues, qui ne sont pas Oui, empruntées, oui. parce que je retrouve l'esprit du début, Oui, c'est ça. qui est des accueils à domicile, qui est la solitude, qui est l'effort. Il faut se contenter de ce qu'on trouve. On ne se demande pas où est-ce qu'on on a envie de dormir, on prend ce qu'on trouve. Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est des gros changements, ça. Oui. Le pèlerin d'aujourd'hui, il est devenu plus exigeant, alors ça a créé. Je ne dis pas que c'est pas l'offre qui a fait c'est la demande qui a fait l'offre. C'est l'inverse. Les gens ont demandé, et là, on se retrouve dans une trop grande facilité. C'est le gros changement. D'accord. Merci, Chantal. Et toi, Philippe, est-ce que tu es assez d'accord avec ça? Tu fais les mêmes constats? Oui, c'est sûr. C'est sûr que je fais les mêmes constats. Avant les années 2000, Compostelle, on était une dizaine de mille à emprunter ce chemin pour l'Espagne. Fontsebadón, que tout le monde connaît avant la Cruz de Ferro quand on va vers Santiago. Fontsebadón, c'était une ruine. Aujourd'hui, il y a 4 gîtes, un hôtel-restaurant, il y a 2 tiendas, enfin bon, etc. Donc, ça a permis un petit peu de suivre le mouvement de la foule. Maintenant, il faut continuer. Oui, il y a du monde, c'est compliqué. Moi, je suis un marcheur, hein, donc je suis un marcheur. J'aime l'autonomie. En fait, ce que j'ai découvert, moi, sur ces dernières années, c'est que je suis un nomade. Donc, le nomadisme avec mon sac à dos et mon autonomie fait en sorte que je programme pas ma journée, jamais. Je m'arrête quand c'est le moment que je décide. Quand tu le sens. Voilà, quand je le sens. Alors, oui, passé Burgos en 98 avec 25 ou 30 lits, aujourd'hui il y en a 600, je crois, au refuge, etc., etc. Ça a changé les choses. Mais il y a une chose qui ne changera jamais, c'est que la personne, si elle le fait, elle est obligée de marcher, avec ou sans sac. Donc, elle va le faire, son chemin. Maintenant, la différence, et je pense qu'on s'en est déjà parlé, on revient un petit peu à la même chose, c'est la façon dont on a envie de le vivre. De quelle façon on va entrer dans ce chemin-là et de quelle façon on va prendre conscience qu'on est sur un chemin qui a un peu plus de 1000 ans, qui a été emprunté par des milliers de gens avant nous, avec des hauts, des bas, avec des histoires qui sont entre le merveilleux et le fantastique et les anecdotes et tout ça. Et puis, de faire son chemin à travers ça. Et je pense qu'il y a encore moyen aujourd'hui, même s'il y a énormément de monde sur le Frances ou sur le GR65 entre Le Puy et Saint-Jean-Pied-de-Port, je pense qu'il y a encore moyen de vivre quelque chose qui peut se rapprocher d'un pèlerinage ou d'une randonnée où on est pour soi. Je le crois. Maintenant, Chantal a raison, la difficulté dans certains gîtes, ou notamment en Espagne, c'est de se retrouver avec des gens qui partent à 4 heures du matin, qui réveillent tout le monde pour être les premiers au gîte d'après, enfin, etc. Après, il y a un chemin, mais il y a plein de variantes si on s'y intéresse et on peut arriver au même endroit que les autres en ayant vu quelque chose de différent aussi. D'accord. Merci Philippe. Et toi, Nicole, qu'est-ce que tu dirais qui a le plus changé au niveau de l'expérience de Compostelle depuis ton premier chemin? Oui, il y a eu de grands changements que Chantal a tellement bien résumé. Je ne vais pas répéter, je reprendrai point par point tout ce qu'elle a dit. Un petit papier sur lequel j'avais écrit le nombre considérable, la commercialisation du chemin. Mais pour répondre à la demande, c'est dommage, ça a changé plein de choses que je trouve essentielles. Et oui, qu'on retrouve quand on reprend des chemins moins fréquentés. Le premier chemin que j'ai fait, j'ai fait tout le chemin en rencontrant 27 personnes. En tout et pour tout, je n'ai jamais rencontré d'autres gens différents. Et même sur le Camino del Norte, moins que ça encore. Et dans le début, dans ces années-là, maintenant, je ne sais pas ce que c'est, j'y vais plus parce que c'est trop pour moi. Je prends d'autres chemins. Comme l'a dit Philippe, on
on peut trouver des variantes par soi-même parfois, mais ça a changé. Je suis contente d'avoir pu vivre ça et je regrette que ça ne puisse pas se perpétuer. On essaie de le répéter ailleurs, mais il y a des choses qu'on ne retrouve pas. Il y avait une chose que j'avais trouvée très importante. Moi, je n'ai pas un gros budget. Alors, pour voyager, je voyage très proche de la nature. Et quand on a commencé au début, pour 25 $ par jour, on pouvait boire, manger, dormir et tout et tout. Ça rendait l'expérience accessible à plein de gens. Maintenant, il y a tellement d'offres. Je ne pense pas qu'on puisse arriver à ça maintenant, en tout cas difficilement. Puis, il y a tellement d'offres où ça nous garde dans le confort et tout, et ça change tout. Oui. À moins d'être dans une situation d'autonomie, comme le décrivait Philippe aussi. Peut-être que là, il y a... Oui, mais même à ça... d'échapper à la... Oui, un peu, mais on est sur... c'est le même chemin qu'on prend, alors finalement, on a toujours un embouteillage, surtout quand on approche de Saint-Jacques, là, comme tel. Il y a eu un grand changement, même dans la nature, que je dirais. J'avais fait une expérience qui m'avait tellement impressionnée à l'occasion du deuxième chemin. On se rend toujours jusqu'à Fistera. Quand on va à Compostelle, on se rend jusqu'à Fistera. Et ensuite, Muxia, que j'ai découvert par la suite. Alors, la première fois que j'ai fait le triangle, les faire de Muxia à Fistera, c'était périlleux parce que c'était comme un pont avec des grosses lattes de ciment qui devaient être suspendues, mais qui étaient tombées. Alors, on avait juste dans l'eau, on voyait des grandes plaques de ciment où on pouvait sauter de l'une à l'autre et traverser. Mais c'était quand même avec assez de courant et c'était assez large. Il y avait peut-être 6, 7 de ces plaques-là. Mais bon, c'était quelque chose à faire. Et je l'avais fait et je suis retournée, donc presque 15 ans plus tard, je suis retournée par là. Et je trouvais plus, je voyais la rivière, mais ça ne se voyait plus où c'était ça. Finalement, j'ai constaté que les pierres avaient été recouvertes là, juste par le mouvement naturel là, des eaux. On a fait un pont par-dessus et on ne voit plus rien. Et là, il n'y avait rien, c'était à l'IRES que ça se passait entre Muxia et Fistera. On ne pouvait même pas s'arrêter, alors il fallait être prêt à faire 30 km pour passer directement aux deux. Mais maintenant, il y a un hôtel, il y a autre chose, et il n'y a pas beaucoup de choix. Ça a changé les coûts aussi. Merci, Nicole. Et à toi, Mandy, le mot de la fin sur la question du changement. Qu'est-ce que tu aurais constaté de ton côté? C'est sûr que, comme disaient Nicole, Chantal et Philippe, le chemin, c'est clair qu'il est victime de son succès. C'est démultiplié. Là, on est dans des chiffres, c'est astronomique, quoi. Et le truc, entre 2001 et 2010, j'ai dû faire 5-6 fois le Camino Frances, donc j'ai vu les changements avec l'apparition de distributeurs. Déjà en 2001, il y avait le transport de bagages, il y avait une guéguerre entre ceux qui portaient leur sac et ceux qui ne portaient pas leur sac. Et j'ai eu la chance de tomber sur un chauffeur là, qui transportait les bagages, qui est venu nous offrir de la pastèque, qui faisait super chaud. Et en discutant avec les gens qui étaient dans la camionnette, il y a une dame, une Britannique, qui avait le visage recouvert de crème blanche. Elle m'a dit je suis incapable de porter un sac à dos. Et elle vivait son truc. Et depuis le début, parce que moi, ça faisait des kilomètres que j'entendais ceux qui font transporter leurs bagages. Du coup, je me suis dit je vais quand même aller à leur rencontre, j'ai envie de comprendre. Et j'ai vu que ça, de façon exponentielle, maintenant, les services se sont proposés en Espagne, en particulier sur le Camino Frances et la voie du Puy, qui est parfois très critiquée. Mais quand on est passé avec Maurice en 2010, à un moment, on a traversé un jardin d'enfants. Il y a un revêtement, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est vachement agréable quand on marche dessus, les pieds s'enfoncent. Et je disais à Maurice en rigolant, il devrait faire tout le chemin comme ça serait cool. Et en fait, il y a des passages où j'y étais après. Ce n'était pas le revêtement du parc pour enfants, mais ils avaient bitumé tout ça. Et je me suis dit, oh non, purée, là, ça commence sérieusement à être de l'assistanat. Non. Alors, ici à Cahors, ils le font dans certains endroits. Je ne sais pas si c'est au cas où il y a un accident, que la mairie se retrouve dans une procédure.
Mais là, c'est sur le chemin. Je me dis, faut pas qu'ils ne vont pas mettre des rampes partout. Ils ne vont pas commencer à nous faire face. Donc, il y a cette évolution qui se fait. Et alors, après, moi, je suis peut-être un peu naïf, hein, mais en particulier la voie du Puy, qui, de manière exponentielle aussi, est vachement fréquentée de plus en plus. En fait, pour moi, c'est parce que le système, les gens sont tellement mal dans leur vie, il y aura de plus en plus de gens qui vont faire le chemin. Ouais, et la boutique, j'ai la chance de recevoir énormément de gens, mais qui vivent le chemin comme je l'ai vécu en 2001. Quoi. Ils ont les yeux qui brillent, souvent ils font dans l'arme parce qu'ils ont vécu des trucs forts. Et donc, je me dis, OK, le chemin, il change. Il y a déjà des gens qui le disaient. Janine, qui s'occupait du gîte à Saint-Jean-Pied-de-Port, quand moi je suis passé en 2001, elle disait en 2013, le chemin change énormément. Elle l'avait dit en 2006. Donc, ça continuera encore comme ça. Mais malgré tout, le chemin, elle reste authentique. Quoi. Oui, c'est ça. Et au fond, malgré tous les chemins que vous aviez décrits, les changements, en tous les cas que vous avez constatés l'un et l'autre, tous les quatre, ça n'empêche pas le sens qu'on continue chacun à donner au chemin. Ça ne va pas l'altérer. Mais tous ces changements-là ne vont pas altérer le sens qu'on donne chacun de nous au chemin. Et ça, c'est vrai que c'est en soi réconfortant et ça nous maintient dans l'expérience du chemin qui est vivante. Écoutez, je vous remercie tous les quatre. Ah pardon, Philippe, tu voulais dire quelque chose? Vas-y. Ça va être très rapide. Quand en 98, en descendant vers le Puy-en-Velay, moi je suis passé à travers la Bourgogne, aléatoirement, le nomade parfait, par des chemins de pays, des indications des uns et des autres. Et j'ai atterri à l'abbaye de Cîteaux où je suis resté 2-3 jours pour me poser. Et dont Olivier Quenardel, qui était le abbé de Cîteaux, le matin de mon départ, j'ai eu des rencontres extraordinaires dans cette abbaye, mais le matin de mon départ, avait demandé à me rencontrer. Et il m'a dit, Philippe, le pèlerinage n'est pas une flagellation. Vis, respire, amuse-toi, rencontre. Et je crois que ça aussi, ça a permis d'enlever un peu ce carcan de pèlerinage, entre guillemets. Oui, c'est ça. Et quand on lit le formidable bouquin de Barral Yalté qui est les histoires des pèlerinages, et notamment de Compostelle, dans le haut Moyen-Âge, les gens payaient des gens pour faire leur chemin. Donc, voilà, il faut… Nicole a raison, Chantal a raison, m'a dit, ceux qui marchent, il y a plein de chemins extraordinaires à découvrir encore. Et puis, tant mieux si les gens retrouvent le sens de la marche et vont à Compostelle. Ben, je vous remercie. On va se quitter pour quelques minutes, le temps de respirer un peu, et on se retrouve dans 5 minutes. Denis, je ne sais pas ce que tu avais prévenu. Là, il est 57. Disons, on se laisse 5 minutes. Donc, on revient pour la deuxième partie. Pour les 2 autres parties, oui. C'est bien. Merci, à tout à l'heure. Rebonjour. Rebonjour à vous quatre. On va poursuivre notre échange vers une idée un peu plus polémique, c'est-à-dire que j'ai un certain nombre d'éléments qui ont suscité et qui suscitent toujours une certaine polémique, des questions un peu litigieuses. Notamment, on a abordé la question tout à l'heure, Chantal, je pense que c'est elle qui a abordé la question la première. Comment est-ce que vous définiriez le pèlerin par rapport à un randonneur? Est-ce que le pèlerin, est-ce qu'il est si différent d'un randonneur par rapport à, je sais pas moi, au pèlerin d'autrefois? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ça fait parfois polémique, ça, de comparer un pèlerin. Un randonneur, c'est pas un vrai pèlerin. Un pèlerin, c'est pas un randonneur. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Nicole? Je pense que c'est dans la durée. Quand on va, on peut aller faire des randonnées. Il y a des randonneurs qui font des randonnées très, très longues aussi. Là, c'est pas ça. C'est vrai que c'est un esprit, et on dit c'est l'esprit du chemin. Mais à quoi on peut voir la différence? Il y a la petite phrase qu'on dit, le pèlerin
non, c'est ce que dit le randonneur, pas le randonneur, comment on l'a dit? Le randonneur en finit pèlerin. Le touriste. Le pèlerin remercie, le randonneur demande et le pèlerin remercie, quelque chose comme ça. Puis c'est comme Oui, ça le randonneur, le randonneur a demandé, puis tu finis à se retrouver dans le confort d'aujourd'hui avec toutes les offres de transport des bagages, etc., qui est un excellent développement. On parle en sens de tourisme, là, de rendre la chose accessible à d'autres gens, mais ce faisant, on s'éloigne du pèlerin. Le pèlerin auquel on associait beaucoup, je me souviens d'un premier chemin où on essayait de savoir presque les uns des autres, sont-ils croyants? Ça avait un sens de chrétien, de pratiquant. J'ai été travailler comme hospitalière dans des gîtes où on me demandait pour le faire, est-ce que vous allez vous sentir à l'aise de faire la prière avant le repas, parce qu'on offrait le repas, mais on nous demandait, c'était dans des endroits où il y avait des religieux, puis ils voulaient faire les prières. Puis, bon, alors, c'est toutes sortes de petites choses. Mais je pense que ça, avec le temps, et il y avait certaines exigences aussi les bons pèlerins qui placotaient sur les autres, qui prenaient l'autobus ou qui marchaient pas toute leur route, qu'on remettait en question leur droit à utiliser les services qui étaient plutôt offerts à des pèlerins, toutes sortes, ça a donné lieu. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais je sais que dans les premières années, il y avait ces conversations-là auxquelles ça donnait lieu. Puis j'étais sensible à ça aussi, mais je voulais m'abstenir de juger de ça. Ça appartenait à chacun de faire son chemin comme il l'entendait. Et j'ai encore plus vu ça au Japon quand j'ai fait le chemin des 88 temples de la sagesse, où les Japonais, ils viennent en autobus, là, c'est courant ou tout ça, mais il leur reste tellement de marches à monter pour arriver où se trouve l'hôtel ou le lieu du culte, là, ce qu'ils font, ils font de l'exercice aussi. C'était pas, c'est pas des choses qui étaient considérées dans l'esprit ou tout ça. Mais c'est ça. Oui. Merci Nicole. Et toi, Madi, comment tu définirais le pèlerin d'aujourd'hui? Il y a différentes, je pense qu'il y a différentes catégories. Déjà, on a plus de moyens de communication et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux services proposés. Maintenant, il y a Booking, il y a des trucs dont je ne suis pas spécialement fan, mais bon, ça existe, il y a des gens qui s'en servent. Après, à côté de ça, moi, je continue à avoir des gens régulièrement qui me disent tu sais, je ne croyais pas en Dieu, hein, je n'étais même fâché avec lui. Et depuis que je marche, je m'arrête dans toutes les églises, je vais à la messe, etc. Il y a tout le temps une évolution. Je me rappelle juste un mec en 2001, alors ça m'a fait rire parce que la dame qui marchait avec moi, le mec qui avait un carnet, il marquait tout. Il me semble que c'était un banquier ou un comptable, un truc comme ça. Il marquait tout. Et à un moment, il dit, elle dit, c'est la magie du chemin. Il la regarde, il dit, non. Et le mec, il était tellement dans ses chiffres, je me suis dit, il est en train de passer à côté, lui. Mais sinon, à côté de ça, tous les autres, il y a peut-être une différence à la base, au départ, même si après, ça peut évoluer. Je dirais que les gens, les pèlerins, ils s'inscrivent dans une démarche. Il y a un truc dès le départ, alors que le randonneur, il part marcher, puis après, il ne sait pas ce qui va lui arriver. Hein. Il peut finir. C'est ça. C'est vrai, c'est intéressant ça. Oui. Voilà. Oui. Merci. Et toi, Chantelle? Moi, je trouve que les pèlerins, dans l'ensemble, sont les mêmes qu'il y a 20 ans. Oui. Il y a le même intérêt à la rencontre. Il y a la même quête personnelle, même si on n'en prend pas toujours conscience au moment de partir ou quand tu es dedans. Mais il y a toujours ce travail intérieur qui se fait dans la durée. Okay. Et puis, cette volonté de poursuivre. On la retrouve, de vouloir aller au bout. Oui, c'est avoir ça en tête. Ce qui est différent, c'est qu'il est devenu beaucoup plus exigeant dans l'ensemble aussi. Il recherche plus son confort. Et il y a le moi d'abord, qui est plus présent.
Dans le sens que je vais me dépêcher d'arriver pour avoir mon lit. C'est plus individualiste, je dirais. Il y a un côté qui est peut-être plus présent. Est-ce que c'est le monde qui fait ça? Je ne sais pas. Et le problème, c'est que l'individu est souvent perdu dans les groupes, surtout en France. Beaucoup de groupes. Est-ce que c'est très différent du randonneur? Oui. Ah oui, ça, là, pour moi, c'est très, très différent. Pourquoi? C'est difficile à expliquer. Quand je me retrouve en randonnée, en montagne, à marche au long cours, je ne me sens pas du tout comme quand je me retrouve sur une route de Compostelle. Je pense que c'est dans ma tête le fait de me dire que je m'amène comme pèlerine. Il y a une disposition intérieure qui est différente et le regard des gens qui m'accueillent est différent. Ça, là, c'est évident. Souvent, ils vont dire, vous êtes randonneur ou vous êtes pèlerin? Les gens ont besoin de savoir. Pour eux, ils n'ont pas la même attitude envers toi. On peut, bon, et puis je le vois dans l'Égypte. Si on est dans des sentiers de randonneurs, je parle de sentiers de randonneurs. Oui, comme les GR. Comme des GR, qui n'est pas une route officielle de pèlerin. Le soir, les conversations, mais c'est complètement autre chose. On parle de performance, on parle c'est autre chose. C'est pas aussi intime, c'est pas aussi humain. Aussi humain, non, c'est pas le mot. C'est ça, c'est plus technique. Parce que d'ailleurs, quand on est randonneur, le randonneur est plus axé sur l'exploit physique, sur la beauté des paysages. C'est important tout ça. Le pèlerin, la beauté du paysage, tant mieux si on l'a, mais ça devient en second lieu. Et puis, dans la durée, moi, je me dis qu'on peut partir randonneur, on peut partir pour la marche, pour le défi sportif, mais si on part pour longtemps, on ne peut pas rester profane. On devient pèlerin, c'est ça? On devient pèlerin. Et Jean-Christophe Ruffin, dans son livre Immortel, tu le sens, ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est une transformation pour lui. Oui. Et toi, Philippe, tu dirais quoi? Comment tu... Ah, pardon, excuse-moi. C'est que dans la durée, tu deviens pèlerin. Oui, c'est ça. Et, en montagne, c'est plus difficile. Merci, Chantal. Puis toi, sur cette question-là, Philippe, c'est quoi ta perception? Je me suis toujours posé la question, pourquoi il faut donner un terme à quelqu'un qui marche? Donc, est-ce qu'on est randonneur, pèlerin? C'est le reflet de nos sociétés aujourd'hui, c'est d'étiqueter, c'est de donner un étiquetage à quelqu'un. Moi, j'aurais plus tendance à dire, je respecte beaucoup les gens qui marchent, qui font l'effort de la marche. Alors, c'est sûr que sur les chemins de Compostelle, on va être dans un chemin où des millions de gens sont déjà passés avant nous, donc on prend les mêmes traces. Donc, il peut se passer quelque chose. Après, il y a celui qui va pour chercher quelque chose, il y a celui qui pense qu'il va trouver l'amour parce qu'il a entendu son copain, machin, qui a rencontré sa blonde ou sa femme sur le chemin, etc. Moi, je reste convaincu que c'est un voyage intérieur. Et que l'on soit en randonnée, alors encore une fois, à partir d'un certain temps, il se passe quelque chose quand on marche longuement. Je suis convaincu de ça. Il se passe quelque chose qui est plus grand que nous. C'est tout à fait, c'est mon avis. Il se passe quelque chose de plus grand que nous parce que on touche l'universalité de l'homme. On touche quelque chose qui est complètement abstrait, différent. On va peut-être le toucher par les pensées, par le regard, par des rencontres. Celle de Maddy tout à l'heure qui rencontre quelqu'un qui ressemble beaucoup à son papa. Je pense qu'on rentre dans un état d'être avant d'être pèlerin ou randonneur. Et puis de toute façon, un pèlerin, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va chercher quelque chose qui est peut-être en lui. Coelho l'a très bien écrit dans L'Alchimiste, etc. Il y a une volonté de mouvement. Et je crois que c'est ce mouvement-là qui va nous entraîner vers quelque chose. Et après, peut-être au retour, peut-être pendant,
on va se dire, tiens, je suis parti randonneur et je suis arrivé pèlerin. Et puis aller marcher, quoi. Moi, je le vis plus comme un état d'être qu'un état randonneur ou pèlerin. Et pour rester sur une question qui fait polémique, on y faisait allusion tout à l'heure, quand on constate que les pèlerins sont de plus en plus branchés, ils ont leur téléphone, leur GPS, tout ça. Et je voudrais te poser la question, est-ce qu'on doit s'adapter à cette réalité-là ou bien plutôt y résister, selon toi? Je vais rebondir sur ce que disait Chantelle tout à l'heure, hein. C'est vrai que se retrouver dans un petit gîte avec des pèlerins sur le chemin de Rocamadour ou de Cahors, etc., l'esprit est peut-être un peu plus chemin pèlerin. Se retrouver dans un gîte de montagne, on va peut-être être un peu plus dans la technicalité, dans le GPS, dans les choses comme ça. Moi, je crois qu'il faut simplement vivre avec son temps et puis il faut trouver sa propre philosophie de marcheur. Moi, je suis resté celui qui marche avec son sac à dos et qui s'en va de plus en plus avec l'expérience vers le minimalisme, mais je cherche cette autonomie-là. Autonomie à la fois en termes de déplacement et de poids du sac, mais aussi autonomie par rapport à un budget que je respecte ou que j'essaye de tenir. Ce qui ne m'empêche pas de temps en temps d'aller dans un gîte de pèlerins ou quelque part où il y a un accueil qui soit monastique ou autre, parce que c'est toujours bon de vivre des expériences. Mais technologiquement, j'ai pas peur de la technologie. Non, c'est ça. Peur de la technologie. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, dans un téléphone que tout le monde a, on a tous nos GPS, nos cartes, nos guides, nos trucs. Et puis, je veux dire, tu arrives devant une chapelle. En un exemple, tu arrives devant une chapelle, tu n'as pas de guide. Si tu as un peu de réseau, tu vas savoir comment elle s'appelle et quand est-ce qu'elle a été fondée. Donc, il y a quand même des avantages. Après, chacun a trouvé son truc. Voilà. Moi, je n'ai pas peur de la technologie et puis ça permet aussi des fois de retrouver son chemin. Et Nicole, je te vois réagir. Toi, tu résistes ou bien tu t'adaptes? J'essaie de m'en passer. Je trouve, puis ça, pas juste sur les chemins de Compostelle, là, dans la vie. Je trouve que j'essaie d'être une personne autonome, mais pas au point de… Je l'ai fait l'expérience. J'ai traversé le Canada, qui est quand même assez grand. Puis j'ai passé 3 jours, je n'ai pas eu besoin d'ouvrir la bouche, de parler à personne, ni pour manger, ni pour dormir, ni pour rien. Tu trouves tout. Tu sais, tu peux t'isoler complètement. Je trouve que ça te coupe d'un lien avec les autres incroyable, parce que c'est vrai, tu peux tout trouver avec ça. Tout. Puis c'est ça, après 3 jours, j'ai appelé à l'aide, j'ai appelé mes amis, j'ai dit, écrivez-moi, que j'existe encore, parce que c'est ça. Mais je recommanderais ça, c'est sûr que je ne juge pas les gens qui le font, puis tout ça, je trouve ça un peu désolant que de se retrouver dans des gîtes où tout le monde est branché, mais c'est comme ici, on entre dans l'autobus, on entre n'importe où. Il y a moins de contacts, tout le monde est à son affaire. Mais je recommanderais de s'en passer, pour la journée au moins, en préparant dans les associations, là, quand on prépare les pèlerins au départ, je leur suggérerais d'essayer de se passer totalement de ça, si possible. Et toi, Madi, est-ce que tu trouves aussi que le monde est de plus en plus branché? Oui, après, moi je suis, depuis gamin, j'ai toujours été fan des gadgets, des trucs comme ça. Donc les nouvelles technologies, c'est un truc que j'adore. J'ai travaillé une dizaine d'années dans l'informatique. Mais à côté de ça, quand je marche, mon smartphone il est en mode avion. Pour des raisons pratiques, en hiver, je prends le Miam Miam Dodo en application, mais j'ai toujours préféré avoir un bouquin dans la main, quoi. Ça, c'est un truc. Et ça me rappelle une anecdote, c'est qu'il y a un Japonais qui est venu il y a 2 ans et il voulait une coquille. Donc une vraie coquille. Et je lui donne et puis il me demande combien il me doit. Je lui dis non, c'est bon, c'est cadeau. Donc il me remercie 15 fois et puis après il me dit je peux avoir le code Wi-Fi? Je dis ouais, ok. Je lui file le code Wi-Fi. Il s'installe au milieu de la boutique sur une chaise, là. Il se met au milieu de la boutique, il se branche sur le Wi-Fi
et il commence à jouer pendant je sais pas, genre 2 heures à un jeu. Il était entre Facebook et un jeu vidéo sur son smartphone. Donc, il est au milieu de la boutique, il y a d'autres pèlerins qui arrivent, qui m'achètent des godasses, je fais des essais et tout, puis elle me regarde, elle le regarde, elle me regarde, et elle me font signe, genre, c'est quoi? Je dis non, mais c'est pas grave, il fait partie des meubles. À un moment, il s'est dit, peut-être que je dérange un peu, il s'est mis devant la boutique, il a joué encore pendant une demi-heure, je le voyais bouger son smartphone comme ça, là. Dans, je sais pas à quoi il jouait, c'est pas mon truc, les jeux vidéo. Non. Mais en même temps, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, le gars, il est venu du Japon. C'est ça. Si tu viens du Japon, tu traverses, je ne sais pas combien de kilomètres ça représente, tu es dans une démarche. Alors, tu joues aux jeux vidéo, c'est ton truc, ok. Après, je peux te chemin de Compostelle, tu es venu, tu ne parles pas un mot de français, tu parles l'anglais de façon horrible. En France, c'est hyper compliqué. Moi, j'ai eu énormément de mal à le comprendre, rien que pour l'épisode de la coquille. Mais je me dis, voilà, tu gardes mon respect parce que tu es venu du Japon. Et donc, ce truc-là, c'est sûr que quand tu vas au gîte, des fois, le soir, tu en vois quand même pas mal qui sont sur leur truc, là. Ça fait bizarre. Voilà, ça fait bizarre. Moi, d'à côté de ça, je suis tellement fan des nouvelles technologies que je ne vais pas les critiquer. Hein. Après, chacun je respecte ça. Il ne faut pas se laisser bouffer par ça, c'est comme tout. Quoi. Non. Exactement. Chantel, tu dirais quoi, toi, par rapport au fait que ce monde est de plus en plus branché? On n'a pas le choix que de suivre le courant. Hein. Mais en même temps, je me dis, ça devient un choix personnel, comme les autres exprimaient. Moi, comment je veux gérer ça? Parce que moi, ce que j'ai aimé quand je pars, ce que j'aime quand je pars sur les routes, c'est cette coupure. Le fait d'être au moment présent, d'être totalement au moment présent, avec les rencontres, avec ce que je vis, avec bon. Et avec les nouveaux moyens, on est toujours en arrière ou en avant. On est en arrière parce qu'on garde le contact avec combien de fois par jour, parfois avec des gens qu'on a laissés derrière. On leur envoie un paquet de photos, ça fait Et ensuite, on est dans le futur parce qu'on est en train de monter un montage qu'on va faire avec nos photos plus tard quand on va revenir, au lieu d'être totalement dans le moment présent. Je trouve que ça nous empêche d'être là. Et ce que j'ai vécu à quelques reprises, c'est se retrouver dans l'Égypte. Comme tu disais, Nicole, tout le monde est sur son lit en train de jouer avec le téléphone. Et on demande à des gens qui sont tout seuls, est-ce que vous voulez venir manger avec nous? Oh non, je suis sur Internet. Alors, le partage le soir, ça, c'est très, très changé à cause de... Oui, c'est vrai. Il m'a dit, tu voulais réagir? C'est un choix. Il faut... Oui, ok. Du coup, ça m'a rappelé une toute petite anecdote quand je suis allé à Assise, j'ai rencontré une Américaine qui était partie, qui avait eu la chance de partir de Canterbury. Et quand je l'ai vue, elle avait marché depuis, je ne sais pas si c'était 3 ou 6 mois. On s'est retrouvés tout seul dans le gîte. Et quand, au moment de se coucher, donc je la vois dans le lit, je voyais que son écran était allumé. Très bref, c'était pas grave, hein, c'est son truc. Et le lendemain matin, on boit le café ensemble. Je vais me rapprocher pour Chantel, mon accent. Et donc, on boit le café ensemble et elle m'expliquait, elle me disait, ça fait quand même plusieurs mois que je suis parti, j'arrive pas à me retrouver, à me recentrer, etc., etc. Et en fait, pendant qu'elle me parlait, elle recevait des SMS. Moi, je lui parlais, elle ne m'écoutait pas. Les femmes sont capables d'écouter, de regarder un autre truc en même temps, mais c'était hyper désagréable. Elle regardait ses SMS, elle y répondait. Et après, on est parti, on a marché ensemble. Je me suis dit, tiens, pour une fois qu'il y a quelqu'un avec moi. Elle a répondu à un coup de fil. Je dis, alors là, non. Et là, je me suis dit, tu m'étonnes que tu n'arrives pas à te recentrer. Tu es loin d'avoir coupé. Et pourtant, je l'enviais parce que je me suis dit, purée, elle est partie de Canterbury quand même. Moi, c'était le double de mon parcours. Quoi. Et là, vraiment, c'est une utilisation c'est impoli, c'est désagréable au possible. Et puis voilà, ça ne permet pas de décrocher complètement, comme disait Nicole, Chantel et Philippe. Quoi. Dites, le temps passe et j'aurais voulu aborder une dernière question qui soulève un litige parfois. C'est quand on pense au chemin de Compostelle et l'aspect spirituel du chemin, l'aspect religieux. Donc, il y a des pèlerins qui sont habités par le spirituel et d'autres qui parcourent le chemin sans religion. Et je me demandais, est-ce que la dimension, d'après votre expérience, est-ce que la dimension spirituelle, est-ce qu'elle est encore présente sur le chemin, d'après vous? Nicole, est-ce que tu as pu constater des choses par rapport à ça, par rapport à la dimension spirituelle?
Je ne saurais pas dire si c'est plus ou moins présent, là, mais je sais que moi, comment j'ai vécu ça, c'est tellement un choix personnel. Oui, Tellement que j'ai vu des. C'est ça, il faut que ça se passe dans le respect les oui, uns des autres, mais ce qui est dommage, c'est que les gens qui le sont ou qui voudraient s'approcher de ça, ben, peuvent être beaucoup perturbés par le fait que leur choix ne soit pas respecté par une majorité. Je dirais que c'est la majorité que je pense qui se retrouve mm, euh, sans, je ne peux pas dire sans spiritualité. Tout le monde, surtout, c'est pas des jeunes. Il y a des jeunes, on retrouve des jeunes sur le chemin, il y a de tous âges, mais les bébés boomers et plus là, qui se retrouvent là, c'est quand même des gens qui ont un passé, un vécu, qui viennent pour des choses. Je pense que c'est encore là, mais c'est, euh, c'est dans des dimensions différentes. Il y a moins de partage. oui. C'est Mm, sûr. Mais mm, puis il y a peut-être de moins en moins de jugement par rapport à ça. Au début, mm. j'étais même un peu mal à l'aise de me retrouver là. Je me sentais parce que comme je n'étais pas une croyante pratiquante et tout, je disais, ben, je Mm. suis peut-être pas à ma place. Si, tu Oui. sais, je sentais même ça. Mais Mhm. après, je pense que c'est le respect qu'il faut Oui, espérer des uns oui, et des c'est autres vrai. pour Mhm, que mhm, chacun puisse vivre sa mhm, mhm, spiritualité. mhm. Puis toi, Philippe, est-ce que tu la sens présente, cette dimension-là? Moi, j'ai connu ma première vraie expérience où quelqu'un m'avait dit si tu fais Compostelle, il faut que tu aies une lettre d'introduction de l'évêque. Donc, j'ai été demander une lettre d'introduction à mon évêque ici à Strasbourg et j'ai fait Strasbourg le Puy-en-Velay avec cette lettre qui me recommandait à tout ce qui pouvait m'héberger. Et en fait, je me suis rendu compte sur mes premiers 800 km entre Strasbourg et Compostelle, entre Strasbourg et le Puy-en-Velay, et je me suis fait dire par des curés, et je me suis fait dire par des sœurs dans un couvent qu'ils n'avaient pas vocation d'accueil. Ouais. Donc, je me suis dit, ben, ça ne sert à rien ou à pas grand-chose, cette lettre d'introduction. Et j'ai compris aussi leur positionnement, comme j'ai compris le positionnement des uns et des autres rencontrés depuis 25 ans que je fais ces chemins et que je les marche, etc. Mhm. C'est à chacun. Oui. Je crois que Nicole vient de le dire, c'est un profond respect par rapport à la personne qu'on va rencontrer, quelqu'un qui s'arrête. J'ai marché en Italie avec Simone et Fritelli, qui était un mec absolument extraordinaire, à l'envers. Hein, on remontait la Francigena tous les deux pendant quelques jours. Et lui, à chaque fois qu'il y avait un calvaire, une chapelle, un endroit, un peu truc, il s'arrêtait et il allait prier. Et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Par contre, je suis catholique, baptisé, etc. J'ai rencontré des gens de tout dogme, obédience, etc. sur ces chemins. Mais mon expérience fait en sorte que je ne suis pas rentré dans les dogmes. Je respecte, j'ai cette facilité d'échanger avec les personnes que je rencontre sur la religion ou pas, sur la spiritualité ou pas. Mais je suis convaincu qu'il y a quelque chose de plus grand que nous quand on est parti au long cours. Il se passe quelque chose. Donc, est-ce que c'est une spiritualité? Est-ce que c'est parce qu'on a été formaté? Je suis un fan baby boomer, moi. Donc, est-ce qu'on a été formaté par notre éducation? Est-ce que moi, je ne crois pas. Je crois qu'il y a quelque chose de plus grand que nous et c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'universalité de l'homme, c'est la prise de conscience de l'instant présent, du lâcher prise, et c'est l'état dans lequel lequel on est au bout d'un certain temps de marche qui fait qu'on est peut-être beaucoup plus sensible à tout ce qui se passe autour de nous. Oui, c'est ça. Oui, merci. Intéressant. Et toi, Chantelle, tu as la première chose que tu as dit, Philippe, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça se passe dans la durée. Et puis, par contre, j'accrochais moins à l'idée de… Je ne mêle pas spiritualité et religion.
Je pense que la spiritualité est plus proche de l'humain. Alors, comme la route au long cours nous met très en contact avec toutes les valeurs très humaines qu'on dit disparues, mais qui sont encore très là au fond de tout le monde, automatiquement, ça fait faire un travail spirituel. Puis, je pense, moi, ma réponse, c'est oui, c'est encore là. C'est peut-être moins facile, c'est moins accessible peut-être parce que ça se noie dans la foule. C'est plus étourdissant, mais c'est là. Ça se passe dans la durée. Merci, Chantal. Et toi, Madi, tu as des choses que tu voudrais dire à ce sujet? Je vais rejoindre ce qu'ont dit mes camarades. Et puis, le mot que j'emploie aussi souvent, c'est comme Philippe, c'est l'universalité. J'aime bien cette idée, quand on marche sur le chemin en particulier. J'ai toujours l'image, après Burgos, ça descend, on est sur la route, mais on est nombreux sur le camion français, on est en plein été. Et il y a une petite jeune qui a, Marilou, elle avait 19 ans. On discutait, puis je la regardais, puis je lui dis, regarde tous ces gens qui sont devant nous. Il y a telle nationalité, on ne parle pas la même langue et tout. Mais on est vachement loin, on est au-dessus des religions, on est au-dessus de tout là. On est vraiment dans l'humain. Là, on est tous pareils. Et on a les mêmes valeurs, même si on n'a pas les mêmes raisons d'être là, n'empêche qu'on est tous ensemble, quoi. Et ça, c'est un truc pour rejoindre ce que disait Chantal tout à l'heure, et c'est pour ça que je dis, j'ai trouvé ma place sur le chemin, c'est que là, on est vraiment connectés, on se rend compte qu'on fait partie d'un tout. Et alors, il y en a beaucoup qui ont des a priori par rapport au chemin de Compostelle quand même. Ça reste un truc. Moi, je sais que des fois, j'aborde le sujet. Tout de suite, pour eux, c'était oula, c'est un truc religieux ce machin. C'est ça. Les religieux, les religieux, les très religieux en particulier. Moi, j'en ai pas rencontré. Mais j'ai des amis qui m'ont dit attends, ils marchaient toute la journée, ils récitaient le chapelet en marchant. C'était un peu lourd, quoi. Toute la famille, chacun son tour. Et ben, ils sont très peu nombreux en fait. Mais après, les gens évoluent, quoi. Il y a une recherche. Moi, je respecte ça. Et je vais à la messe. J'aime bien m'arrêter dans une petite chapelle. C'est des moments de partage. Ça me plaît. C'est pas du tout. Je n'ai pas été élevé là-dedans, mais ça me plaît. Et puis de voir qu'il y a de plus en plus de religions, voir des musulmans, des juifs, des athées sur le chemin. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est d'une grande richesse, effectivement. Dites, on va aborder la dernière partie de notre entretien, de notre échange, en essayant de se projeter vers l'avenir. Et si on puise dans vos parcours à chacun, si singulier, si particulier, je vous poserai la question suivante. C'est quoi, selon vous, qu'on doit préserver à tout prix du chemin, de l'expérience du chemin de Compostelle? C'est quoi qu'on doit garder face à cette pluralité grandissante des pèlerins, cette grande diversité dont justement que vient d'évoquer Madi? Qu'est-ce qu'on doit garder à tout prix de l'expérience de Compostelle, selon vous, Nicole? L'ouverture aux autres et la tolérance. Ah, c'est vrai. Et l'un ne va pas sans l'autre. Non. Philippe, tu dirais quoi en quelques mots? Qu'est-ce qu'on doit garder? Préserver. La gratitude des rencontres qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui et de m'affirmer dans mon nomadisme, dans le retour d'expérience pour les autres, d'échanger, non pas de convaincre, mais d'échanger et d'être ce que je suis aujourd'hui par rapport à toutes ces belles rencontres qui ont fait que je suis. Voilà. Et puis, toute la tolérance et toutes les rencontres qui ont fait que il y a une entraide quand même. Oui. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que quel que soit notre statut, on a tous mal aux pieds quand on arrive. C'est vrai. C'est le dénominateur commun. C'est ça. Oui, merci. Et toi, Madi, comment tu dirais? Qu'est-ce que tu crois qu'on doit préserver à tout prix de l'expérience? Tout ce qui est en train de disparaître dans notre système, dans notre société. Toutes les valeurs humaines qui sont en train d'être broyées par un système qu'on ne contrôle pas, qui est en train de détruire l'humain. On en parlait encore hier avec deux pèlerins, là, où ils me disaient qu'au supermarché, la supérette, ils avaient installé des caisses automatiques, donc il n'y a plus de caissière, on n'a plus de rapports humains, on vient, on scanne, hop, on passe. Et ça, c'est un truc, la solidarité, l'empathie, la générosité, on le retrouve sur le chemin. Et moi, je dis toujours, alors je vais être un peu vulgaire, mais je déteste
le putain de système dans lequel on vit. Mm. Et en même temps, je lui dis merci parce qu'il m'a tellement dégoûté. C'est lui qui m'a poussé à aller sur le chemin. Et toutes ces valeurs-là, sur le chemin, on les retrouve. C'est temporaire, n'empêche que ça aide. Ouais, elle nous nourrit, ouais, c'est ça. Oui. C'est ça. Ouais. Et toi, Chantelle? Ben, ça ressemble à ce que... Oui, hein, ouais. Mais je me dis, ben, il faut mettre dans le sac la capacité d'émerveillement, une attitude de non-jugement, il faut sauvegarder ça, capacité d'écoute, je sais pas, d'entraide, de partage, des choses qui ne pèsent pas, mais qui allègent le sac. C'est ça, c'est ça. Et puis un bon sachet de petits merci à distribuer partout. Et toujours, si on se projette vers l'avenir, on est aux prises aujourd'hui avec une expérience de pandémie qui n'en finit pas de finir et qui risque de durer, donc qui risque de faire partie de notre avenir prochain. Comment vous voyez le chemin après la pandémie? Est-ce que, par exemple, la pandémie, est-ce qu'il aurait changé le regard que vous posez sur le chemin, sur l'expérience de Compostelle? Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Philippe? Au contraire, je pense que la pandémie, elle fait en sorte que tout le monde se repositionne un petit peu et réfléchit à son état d'homme, de femme, d'être humain, se reconnecte peut-être avec des choses plus simples et la marche en fait partie. On est né pour marcher, on a tous été on est dans nos gènes. Donc, je crois que les chemins vont perdurer, ceux existants, ceux à venir, ceux personnels et autres. Moi, je pense que c'est un mal pour un bien, je crois. Alors, oui, c'est difficile. Je comprends qu'il y a des entreprises, il y a des gîtes, des gens qui fonctionnent pour l'accueil et qui n'ont pas ou peu ou pas du tout de gens de passage actuellement. Je crois que les choses vont se remettre tranquillement et puis à nous de trouver la bonne formule pour continuer à faire vivre et à vivre sur ces chemins. Oui, c'est ça. Merci. Et toi, Nicole, est-ce que ton regard que tu poses sur le chemin, il a changé depuis la pandémie? Ben, je n'ai pas bougé depuis que la pandémie s'est installée. Ça me fait beaucoup, réfléchir sur justement comment on va se remettre de ça. Mais les chemins, c'est la marche. Donc, on peut marcher autour de sa maison, autour de son quartier. Il y a de plus en plus de gens et j'ai trouvé ça extraordinaire quand le couvre-feu est à 8 heures, qu'on sort dehors, puis les rues sont désertes. On marche dans le milieu. On peut pas marcher là, parce qu'il y a la pandémie, il y a comment on appelle ça? À 8 heures, il faut rentrer. Le couvre-feu. Le couvre-feu, c'est ça. Mais beaucoup de gens se remettent à la marche. Mais là, ça n'a pas rapport nécessairement au chemin, mais au chemin de Compostelle, mais ça a rapport à la marche. Et comme l'a dit, l'humain est fait pour marcher. Puis c'est ça qu'on réapprend. Puis je pense qu'on va peut-être avoir encore plus de gens sur les chemins parce qu'il y en a de plus en plus qui marchent. En tout cas, c'est ce que je vois autour de moi. Oui, c'est vrai. Parce que c'est dehors que moi, je rencontre mes petits-enfants toutes les semaines. Depuis un an, ils ne sont jamais rentrés dans la maison depuis un an, mais on sort dehors, ils viennent me chercher, on garde nos distances, on va prendre une marche dans le parc, puis on va se réapproprier ça. Et c'est sûr, j'espère qu'il va y avoir du bien à tirer de ça. J'en suis certaine. Il y a plein de choses. Même Internet que j'essaie de rejeter de ma vie, ben, je n'ai jamais vu autant les membres de ma famille. J'ai 8 frères et sœurs. Je vais les rencontrer tantôt à 5 heures. Pendant 3 quarts d'heure, on est 8. Ça parle en même temps. C'est ça, mais on se voit, puis on se jase, on se rencontre les nouvelles. Je ne les ai jamais tant vues de ma vie. C'est merveilleux. Sans ça, ça ne se passerait pas. Je les voyais une fois par année. Mais mais bon, on espère que on va s'en sortir avec Et toi, Mandy, c'est quoi ton regard posé sur la pandémie? Comment tu vois l'après-pandémie, le chemin après la pandémie, si après-pandémie il y a? C'est compliqué. Hein. Il faut savoir qu'il y a
actuellement, il y a des pèlerins qui marchent. Ils sont dans l'illégalité, mais ils marchent. Donc, et moi, ce qui me chagrine énormément, parce qu'ils étaient 3 la dernière fois que j'en ai vu, c'est que je leur ai dit, mais ça me fait vraiment de la peine de voir qu'il y a des gens, pour la première fois, ils font le chemin et ils le vivent comme ça. Ça n'a rien à voir avec ce qu'est le chemin habituellement. Il y a une dame qui a levé la main, elle a dit, ouais, c'est mon premier chemin. J'aurais tellement voulu que tu vois comment que c'est vivant, comment c'est extraordinaire, quoi. Après, tous ceux qui passent me disent, bah, du coup, comme il y a quasiment personne, bah, quand on a des rencontres, elles sont vraiment appréciées, quoi. Et pour finir, eh ben, le truc, c'est que moi, j'ai reçu un coup de fil il y a quelques jours pour une réservation au mois de mai. Et la personne m'a précisé, elle m'a dit, on est 2 avec ma femme, on voudrait une chambre pour nous et pas avec les autres, et on est vaccinés. Et ça fait vraiment bizarre, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Ça, c'est très nouveau. C'est vraiment lié à notre nouvelle réalité. Parce que tout le monde est touché, tout le monde est impacté, c'est dur pour tout le monde. Mais ça. je suis toujours au pèlerinage, pour un domaine, dans plein de domaines, c'est compliqué, mais pour le chemin en particulier, c'est tout l'inverse. Il n'y a plus de convivialité, on peut plus se toucher, les gens peuvent plus se prendre dans les bras, enfin, il y a le masque, il y a plein de trucs. Et quand on connaît le chemin, quand on l'a connu comme il est à l'origine, c'est tout l'inverse. Merci. Et toi, Chantelle, rapidement? C'est parce que je vois qu'on parle du confinement, la situation actuelle. Alors, ta question, c'était plus après. Mais il y a l'après-midi, oui, c'est ça. Oui, il y a l'après immédiat puis l'après plus tard. Alors, l'après immédiat, il va y avoir surtout probablement comme de la méfiance, ce que vient de décrire. Il va y avoir une période de battement. Mais moi, personnellement, mon regard, c'est à quel point je vais apprécier la liberté. Oui, c'est ça. Dites, ça se termine. Malheureusement, il ne nous reste que quelques minutes, mais je m'en voudrais de ne pas vous poser une dernière question à chacun. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous reste au fond pour vous de l'expérience de Compostelle, chacune. Est-ce que vous avez encore le goût de Compostelle ou bien vous considérez que vous avez fait le tour de la question? Nicole, qu'est-ce que tu en penses? Je n'ai pas fait le tour de la question. Rapidement. Je vous ai parlé de l'IRES tout à l'heure en vous disant que ça avait été tellement un gros changement que j'avais constaté, j'avais même perdu les traces du pont qui s'y trouvait. Mais j'y ai caché quelque chose et j'ai distribué dans mon entourage à des amis pour les inciter à aller faire le chemin parce que je pense que c'est une expérience à faire. C'est extraordinaire. Au moins une fois, je vais essayer d'y envoyer mes enfants et d'y entraîner mes amis et tout et tout. Mais c'est ça, j'ai caché quelque chose là, comme tu sais, la géolocalisation, des choses comme ça. Alors, j'ai caché quelque chose avec un petit... quelque chose à retrouver pour les gens et j'ai envoyé les directives un peu partout. Alors, j'espère que ça va